Bonjour à tous, j'allais dire bonjour chers Gaulois réfractaires. Mais bon, vous savez, hein, c'était la formule de notre cher président, les Gaulois réfractaires à tout changement. Nous sommes les Gaulois réfractaires à sa politique. Mais j'allais le dire, mais je ne le dis pas parce qu'en fait c'est un peu dépassé. Vous savez qu'il est le roi des formules, et il en a sorti une autre cette semaine, hein, c'était jeudi, puisqu'il a dit que maintenant les Français étaient une nation de 66 millions, 66 millions de procureurs. Alors, 66 millions de procureurs, ça fait du monde. Et c'est embêtant parce que ça amène deux réflexions. Quand on dit les Français sont une nation de 66 millions de procureurs. Ben oui, parce que qui dit procureur dit forcément critique, on est contre lui. Or, la première des choses, c'est qu'un président de la République, normalement, il fait partie de la nation. Et quand on dit on a 66 millions de procureurs, c'est 66 millions de gens qui sont contre vous. Donc on ne s'inclut pas soi-même dans la nation. Et ça, c'est un peu embêtant pour un président de la République. Et puis la deuxième réflexion, c'est de dire, si je considère que tout le monde est contre moi, ça veut dire que je considère aussi que j'ai raison tout seul. Je suis le seul à penser ce que je pense et j'ai raison de le penser. Bon, ben malheureusement, c'est la réalité parce qu'en fait, il est vraiment seul à décider. Il est le seul à décider, effectivement, avec quand même un conseil de défense. Une dizaine de personnes, on ne sait pas qui s'enferment régulièrement. Alors, conseil de défense, on ne sait pas quelles sont les réflexions, on ne sait pas quelles sont les propositions, on ne sait pas les réactions, on ne sait pas ce qui s'y dit, puisque le propre d'un conseil de défense, c'est que c'est confidentiel, et donc les résultats, personne ne les connaît. Donc c'est quand même dramatique. Vous me direz, il y a le conseil des ministres. Oui, sauf que le conseil des ministres, il est là pour avaliser simplement ce que Jupiter a décidé en conseil de défense, et le conseil des ministres, en fait, il ne sert strictement à rien. Alors vous me direz, il reste le Parlement qui contrôle l'action du gouvernement, en théorie, puisque c'est son rôle. Sauf qu'on a eu un exemple jeudi dernier, c'était jeudi soir, le gouvernement propose donc au Parlement de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'en juin, et puis c'est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi ? Parce que tout simplement les godillots d'En Marche ont voté comme un seul homme, et puis qu'en face, il n'y avait pas d'opposition. L'opposition, si, il y en avait une, mais enfin, invisible, inaudible. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait 15 LR. Vous vous rendez compte ? 15 LR. Et il y avait 8 insoumis. Il y avait 5 insoumis, pardon. Il y avait 3 PS. Vous rendez-vous compte ? 3 PS et 0 député du Rassemblement national. Or, ce parti nous dit qu'il est l'opposition. Ce parti nous dit, nous sommes le premier parti de France, nous sommes l'opposition à Macron. 0 député présent pour voter un texte aussi important que l'état d'urgence sanitaire. Donc, finalement, ça revient à dire qu'il décide tout seul. Alors, j'ai envie de dire, il a quand même des soutiens. Et ces soutiens, quels sont-ils ? Eh bien, ce sont ces médecins qu'on voit, que j'appellerais des médecins de plateau, ceux qu'on voit sur tous les écrans de télévision. On les voit d'ailleurs tellement souvent qu'on peut se demander s'ils ne sont pas plus souvent sur les plateaux que devant leurs patients dans les hôpitaux. Et en fait, ces gens-là sont là pour nous faire peur. Ils nous assènent des chiffres sans arrêt, le nombre de morts, le nombre de contaminés, le nombre de clusters, le nombre de lits d'hôpitaux qui sont occupés, le nombre de réa occupés. Et donc ils sont là pour nous faire peur constamment. Et finalement, on s'est aperçu pendant cette longue crise qu'ils n'arrêtent pas de se contredire, ils n'arrêtent pas de se tromper. Rappelez-vous Noël et le jour de l'an. Certains d'entre eux voulaient conseiller au gouvernement de reporter les fêtes de Noël et du jour de l'an. Il leur conseillait de les reporter en mars, en avril. Il y en avait même un qui avait dit en juillet, de reporter les fêtes de fin d'année en juillet. Et finalement, les fêtes se sont passées, puis on nous a dit, bon, maintenant il faut attendre, voir le résultat, 10 jours, 15 jours. 15 jours se sont passés, et puis finalement rien. Et là, ils nous ont dit, les Français, finalement, ils ont été remarquables, ils se sont bien tenus,
et ils nous ont bien écoutés. Ben oui, forcément. Mais rappelez-vous, il y a pire que ça. Le 31 décembre, rappelez-vous la fameuse rave party qui a eu lieu en Bretagne. Vous vous souvenez? Tous les médias en ont parlé, en ont fait des tonnes pendant des jours, en nous disant 2000 jeunes, 2000 inconscients qui sont en train de s'amuser, de danser, de boire, sans masque, sans distanciation barrière, sans rien du tout. Vous allez voir comme ils viennent de partout, de toute la France. Forcément, ça va être une catastrophe, mais alors une catastrophe finie dans 15 jours quand ils vont regagner leur région. Il y en a même qui viennent d'autres pays que la France et ils vont répandre le virus partout. Et puis les jours ont passé et puis on n'a plus entendu parler de rien. Personne n'en a parlé. Les médias, silence complet. Il n'y a que France Inter. On est le 23, c'était le 21, il y a 2 jours. France Inter qui fait un reportage. Et ce reportage, c'est pour nous dire que finalement, il n'y a pas eu de cluster suite à cette rave party de 2000 personnes, de 2000 inconscients. Et les experts et les scientifiques, les médecins, n'arrivent pas à s'expliquer pourquoi il n'y a rien eu. Voilà, ça c'était le reportage de France Inter il y a 2 jours. Mais on va toujours de surprise en surprise. Hier, l'Académie de médecine, qu'on n'avait pas encore entendue, qui rajoute une couche et qui recommande aux Français de se taire dans le métro. Ça, vous l'avez entendu, c'était hier. L'Académie de médecine qui recommande aux Français de se taire dans le métro. Il ne faut plus parler. Donc, moi je dis, mais quelle est cette vie qu'on nous demande, qu'on nous impose? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Allez bosser, fermez-la et enfermez-vous. Voilà la vie qu'on nous propose. C'est une vie qu'on ne peut pas accepter. D'ailleurs, enfermer les gens, ils l'ont commencé depuis des mois. Songez aux EHPAD. Tous nos aînés qui sont enfermés depuis des mois, qui n'ont plus d'activité, qui ne peuvent plus voir personne, qui sont dans le chagrin, dans la solitude, dans l'ennui. Songez à toutes ces personnes qui ne peuvent plus voir leur famille, qui les voient avec parfois une possibilité, 1 heure par semaine, dans un parloir, comme en prison, et puis derrière des vitres, des glaces, du plexiglas. Songez à tous ces gens un petit peu. Et alors, pire, ceux qui sont décédés seuls, sans que personne puisse leur tenir la main, sans qu'on puisse les accompagner dans leur dernière demeure, les obsèques, interdiction d'y participer, une honte pour la France. Et d'ailleurs, ce qu'on nous dit actuellement, c'est qu'on aura certainement plus de décès par glissement, c'est-à-dire par laisser-aller, de chagrin, de solitude, que mort par le Covid. On aura certainement ça davantage quand on fera les comptes à la fin. Puis l'enfermement ne se résume pas à nos aînés. Songez que les jeunes, les étudiants, pensez un petit peu aux étudiants qui sont actuellement chez eux ou dans une chambre, pire, dans une chambre d'étudiants de 9 mètres carrés, qui sont enfermés, qui sont 8 heures par jour devant des cours en fait sans humanité, sans prof véritable, des étudiants qui décrochent. On sait qu'il y a déjà 20% d'entre eux qui ont abandonné leurs études. C'est considérable, c'est-à-dire que c'est leur vie qui est peut-être fichue. On sait aussi qu'il y en a 30% qui sont en train de sombrer dans la dépression. Et comme le disait un psychiatre récemment à la télévision, c'était hier ou avant-hier, il est beaucoup plus difficile de guérir une dépression qui est bien installée qu'une maladie classique. Et ça, c'est dramatique. Alors, qu'est-ce qu'on a inventé pour eux? Le président Emmanuel Macron vient de nous dire on va leur donner des chèques psy. Ah, la belle affaire, la belle affaire. C'est pas de chèques psy dont les étudiants ont besoin, c'est qu'on leur ouvre leur fac, qu'ils puissent aller en cours, qu'ils puissent retrouver une vie normale, qu'ils puissent avoir des liens sociaux, qu'ils puissent être en face d'un vrai prof et non pas enfermés dans leur chambre à se bousiller les yeux devant un écran. C'est tout cela qu'il leur faut, plus que des psys. Alors les psys, oui, ça peut être utile, mais quand on connaît le nombre de psys en France, on se dit qu'on peut donner beaucoup de chèques, il y aura très peu d'élus à la fin. Et puis on va aller dans une crise sociale et économique épouvantable. Épouvantable la crise qui va arriver, tout le monde l'a décrit, tout le monde le dit. On sait que beaucoup de commerces ne vont pas se relever.
ça, on le sait très bien. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ferme les musées. Je ne comprends pas pourquoi on ferme les théâtres. Je ne comprends pas pourquoi on ferme le restaurant. On sait très bien que dans tous ces lieux, on peut mettre en place des protocoles qui seront plus précautionneux encore que les restaurants d'entreprise ou que des gens qui sont chez eux à manger en famille, etc. Et donc, on ferme tout ça, c'est la vie culturelle, c'est la vie du pays qui est en fait, que l'on tue.